annoncé des mesures. On veut réduire la consommation d'eau potable à Québec. On y reviendra parce que là, on va parler de passeport vaccinal, comme je vous le disais, avec entre autres Christian Dubé. Donc, conférence de presse qu'on va suivre pour vous et avec vous. Responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, M. Éric Kerr, du directeur national de santé publique, M. Dr. Horacio Arruda, et du directeur de la campagne de la vaccination contre la COVID-19 au Québec, Daniel Paré. Monsieur Dubé, sans plus attendre, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Rebecca. Merci. Bonjour tout le monde. Et bonjour aussi à mes collègues. Bienvenue, M. Kerr. Content de vous voir avec nous. J'aimerais commencer peut-être par un petit bilan de la COVID au Québec. Il y a un message clair, c'est qu'il faut avoir de la prudence pour la rentrée. Puis il y a une chose que je veux dire qui est pour moi très, très, très importante, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui se demande pourquoi on prend autant de précautions en ce moment, malgré le fait qu'il y a une grande majorité des personnes qui sont vaccinées. Et je vous dirais que c'est la rentrée, pas uniquement la rentrée scolaire, mais la rentrée en général qui nous inquiète. Il y a beaucoup de monde qui retourne à l'école, au cégep, à l'université, mais au travail en même temps. Et on ne sait pas, pour être très honnête, on ne sait pas exactement comment la rentrée va tourner, notamment dans le contexte du variant. Il y a beaucoup de monde qui est vacciné, ça va nous aider, mais on ne sait pas exactement à quel point. C'est difficile de mesurer l'efficacité du variant en ce moment, étant donné toutes ces incertitudes-là. Maintenant, on le sait que le variant est beaucoup plus contagieux. Puis, à quel point ça va toucher nos hôpitaux, je suis tannant avec ça, mais on l'a toujours fait pour protéger notre système. Donc, j'aimerais dire aux Québécois, comme premier message, qu'on aime mieux être prudent, voir comment les choses vont se passer dans les prochaines semaines, mais surtout qu'on continue à se faire vacciner. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui, en ce moment, font se vacciner chaque jour. Bon. Vous savez que j'aime les chiffres, je vais vous en donner quelques-uns. Si on fait une comparaison, pour voir où on est en ce moment, si on fait une comparaison en août 2020 puis août 2021, donc début de deuxième vague, début de quatrième vague, en fait, si on compare la situation des 2 mois d'août de l'année dernière et cette année, on voit que les cas, au cours des 3 dernières semaines, donc au 22 août, là, après 3 semaines, les cas de l'an dernier, on avait 2000 cas. Cette année, comparativement à l'an dernier, on a 7000 cas. Ça, ce que ça veut dire, c'est quand même une augmentation de 250 %. C'est presque du 3 pour 1 ou un petit peu plus. Alors donc, ça, c'est ce qui nous inquiète, de voir cette augmentation-là des cas. Par contre, il y a des bonnes nouvelles. Par contre, du côté des hospitalisations puis des soins intensifs, on est à un niveau plus bas que l'année dernière pour la même période. Alors ça, c'est encourageant, mais on est quand même ici à une tendance à la hausse. Donc, hospitalisation et les cas. Donc, je pense qu'on voit que jusqu'à maintenant, malgré une hausse importante des cas, on sait que c'est dû aux variants, on en est très conscient, on a réussi, grâce à la vaccination, à limiter les effets sur les hospitalisations puis les soins intensifs surtout. Mais, je le répète, on est au mois d'août, puis on n'a pas encore l'effet de la rentrée. Donc, d'un côté, on est encouragé, d'un côté, on est préoccupé, parce que le mois de septembre, on le sait, là, c'est le mois de toutes les difficultés, incluant la rentrée, incluant maladies respiratoires, qui dit mois de septembre, on le sait ce qui arrive, on commence à rentrer en dedans, etc. Donc, ça, c'est le point sur la situation où on est aujourd'hui. Je vais dire quelques mots sur les hospitalisations de façon particulière. Puis, comme on le dit depuis le début, je pense que je vous apprends rien, que c'est ça qu'on suit le plus, là. C'est notre nombre d'hospitalisations. Bon. Alors, ce que je pense qui est important de dire, puis on va faire des ajustements, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Dans le sommaire exécutif qu'on publie tous les jours, vous vous souvenez, là, où il y en a nos 4 grands thèmes, on va faire un ajustement parce que j'ai eu beaucoup de points de gens qui nous demandaient, oui, vous mettez la capacité théorique des chambres disponibles, mais on n'avait pas la capacité réelle.
Et ça, c'est important. Donc, je vous dis, à compter d'aujourd'hui, vous allez voir, on a changé. Là, il y a peut-être des petites modifications à faire demain. Mais ce qu'on va montrer, c'est le nombre de lits qui sont disponibles, mais qu'il y a du personnel pour le faire. Parce que ce qui nous est arrivé depuis un an, oui, on a des lits disponibles qui étaient réservés à la COVID, mais bien souvent, on n'avait pas le personnel infirmier pour être là. Donc, je veux que les gens comprennent pour qu'on soit capable vraiment de bien expliquer dans les prochaines semaines à la population la marge de manœuvre réelle qu'on a. Puis je vous donne, pour être capable là, de vous donner un exemple simple, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu, on a 102 hospitalisations. 102. Et ça, 102 hospitalisations, ça inclut et les soins intensifs et les non intensifs, donc 70, 30. Mais c'est sur une capacité réelle et non théorique, de 800 lits. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, fin d'août, on est à une utilisation de nos chambres disponibles de 12 100 sur 800. C'est très bien. L'enjeu, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça continue à monter puis que là, on soit obligé de faire du délestage. Mais je vous rappelle qu'à ces niveaux-là, jusqu'à 800, il n'y a pas vraiment d'impact au niveau du délestage. Ça, c'est la bonne nouvelle. Puis aux soins intensifs, c'était à peu près le même ratio, 29 lits sur 176, 16 %. Donc, on est dans ce, je vais dire, ce code régional-là. Donc, la conclusion, pourquoi j'en parle quand on est au début de la vague, c'est que les gens nous ont souvent demandé un repère pour voir où on était, puis pourquoi des fois on ajoute ou on enlève des mesures. Bien, c'est sûr que les hospitalisations, c'est la mesure importante. Mais je vous dirais, oui, on est à 12-15 %, mais ça peut monter très vite. Vous allez voir, aujourd'hui, quand vous regarderez les détails, on les a publiés un petit peu plus tard ce matin, puis je finis sur ce point-là. On a eu, je pense, 14 ou 15 nouvelles hospitalisations qui rentrent, puis ils ne sortent pas aussi vite. Donc, je peux vous dire que ça peut faire des changements rapides, mais je ne voulais pas prendre trop de temps là-dessus, mais c'est important de dire qu'on s'est ajusté pour vous donner la capacité réelle et non la capacité théorique. Vous avez des questions là-dessus, on y reviendra. Maintenant, je pense qu'il faut aussi tenir compte, je le sais tout à l'heure quand je disais les incertitudes, c'est que le fait que le Delta, le fameux variant, il gagne du terrain. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, on était content, on était à 10-15 %, puis là, on a monté 30-40, on est rendu à peu près 60 %. Donc, on vous l'avait dit, le variant Delta deviendrait majoritaire, mais il a gagné ses élections, il les a gagnées, il est majoritaire. Alors, il faut continuer d'être vigilant, puis on va le faire. Bon, mettre ces nouvelles de notre côté, on va aller dans les bonnes nouvelles. Daniel, on va parler de vaccination. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la vaccination continue d'augmenter. Malgré que le docteur Arruda il est très exigeant, c'est correct. Les Québécois, ils continuent d'être au rendez-vous. Puis, je dirais les jeunes comme les moins jeunes. Là, on est en train de voir qu'il y a vraiment un travail colossal qui s'est fait par l'ensemble des Québécois. Puis, c'est bon de le rappeler parce que des fois, on est dur envers nous-mêmes, mais dans la dernière semaine, là, soyons clairs avec tous les Québécois, on a atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés en mars pour toutes les catégories d'âge. On est même rendu, là, vous savez qu'on suit ça de très proche avec Daniel, on est rendu à 86 % pour la première dose, puis à 77 % pour la deuxième dose. Donc, c'est important de le dire, on remercie tous les Québécois. Puis je continue de dire qu'à chaque jour, il y a des personnes additionnelles qui viennent chercher une première et une deuxième dose. Et étant donné où on est dans la 4e vague, avec le variant Delta, il faut augmenter notre protection. Et ça, le docteur Arruda l'a dit. Et je vous demanderai aujourd'hui, avant de passer à la question du passeport, aujourd'hui, on roule à peu près à 30 000, 35 000 vaccins. On pourrait faire plus que ça. Je vous le dis, au Québec, là, ici, il y a encore à peu près 1 million de personnes éligibles qui ne sont pas vaccinées. C'est ça que ça veut dire, 85-86 %. Alors moi, je vous dirais, s'il y a des gens qui hésitent encore, s'il vous plaît, on peut faire une grosse différence dans les prochaines semaines pour aller vous vacciner. Puis l'équipe de Daniel est là pour répondre à toutes vos questions. Maintenant,
d'autres bonnes nouvelles, puis particulièrement pour ceux qui sont vaccinés. On va parler du passeport vaccinal. Dans les dernières semaines, on a fait exactement comme on avait convenu. On a fait les projets pilotes pour aller tester l'application du passeport vaccinal. Ça nous a permis de tester ce qu'on appelle l'opérabilité de l'application, mais aussi sa robustesse. J'aimerais dire que les tests ont été très, très concluants. Et je veux remercier, entre autres, les commerçants qui ont accepté de participer au projet pilote. Là, je pense à Québec, à Montréal et à Trois-Rivières, et aussi aux Québécois qui ont accepté de prendre part à ces projets pilotes-là. Ça, je pense que c'est important. Les commentaires sur le terrain étaient très positifs. On nous a demandé quelques ajustements, mais je vous dirais que globalement, là, puis vous pourrez poser vos questions à Daniel là-dessus, qui a suivi ce dossier-là de très proche. Je vais le laisser répondre aux questions. Ce qui est le fun aussi, en français, ce qui est plaisant, c'est qu'on l'a constaté dans d'autres pays, mais on est content de voir maintenant que la Colombie-Britannique vient d'emboîter le pas, elle aussi, sur le passeport vaccinal, un peu comme le Québec. Et je pense qu'on a toujours regardé, nous, la Colombie-Britannique comme étant un benchmark de bonnes pratiques. Alors, je pense que de les voir aller avec le passeport vaccinal, je pense que ça nous fait un petit velours d'avoir eu ce leadership-là il y a quelques mois. Puis, c'est apprécié de voir que c'est en train d'arriver dans le reste du Canada. J'aimerais remercier aussi mon collègue Éric Kerr, puis particulièrement son groupe là, de cybersécurité du Conseil du Trésor qui a été mis en place il y a à peu près 1 an, avec qui on a travaillé sur la sécurité. Puis je vais demander tout à l'heure à Éric, quand j'aurai fini la partie anglophone de la présentation, de dire quelques mots pour expliquer un peu le travail qu'il a fait, parce que je pense que c'est important de rassurer les Québécois sur le passeport. Mais une chose est sûre, comme promis, on est prêt à commencer le 1er septembre. Bon, maintenant, des détails qui ne sont pas des petits détails. Je vous confirme que tous les endroits où l'application va se faire à compter du 1er décembre, c'est tel que prévu, suite à une recommandation de la santé publique. Le passeport va être utilisé uniquement dans les services non essentiels. La liste que je vais appeler exhaustive, elle va être disponible à compter de demain, même je pense cet après-midi. Là, on me disait peut-être cet après-midi. Mais les exemples, là, il n'y aura pas de surprise. C'est les bars, c'est les gyms, c'est les restaurants et du côté des grands événements, des festivals et les cinémas. Et particulièrement ce qu'on appelle les activités physiques avec des contrats fréquents ou prolongés. Mais les sports d'équipe sont visés, incluant le parascolaire. Je vous dis juste qu'on fait un beau test ce soir dans une partie de hockey où il va y avoir 1000 spectateurs. Donc, on continue d'avancer pour avoir le plus d'exemples pratiques qui vont être disponibles pour le premier. Je veux préciser une chose parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur l'applicabilité des jeunes de 12 ans, à quelle date ils peuvent être vaccinés. On a réglé le problème. On a dit que le passeport va être uniquement appliqué si c'est les jeunes de 13 ans et plus. On ne jouera pas là, de façon compliquée là-dedans. Puis je pense que ça va simplifier l'application. Bien entendu, les personnes de moins de 13 ans vont pouvoir fréquenter les lieux, mais je disais juste qu'il y avait un débat. Tant que la santé publique ou le SIC n'aura pas clarifié la question du 12 ans, vous savez, la date d'application. Je veux dire aussi, en terminant sur le passeport, qu'on va continuer de parler avec les différentes associations là, pour être capable de voir s'il y a des ajustements qu'on peut faire dans les prochains jours et même, je dirais, au cours des premières semaines, parce que c'est beaucoup de monde qui va pouvoir appliquer. Puis je rappelle aussi que ça, c'est important de le dire à tout le monde, surtout quand j'ai vu des gens là, qui essayaient d'aller voir comment on pouvait passer à travers l'application. Je rappelle 2 choses, pour être très clair. Il y a des pénalités et des sanctions pour les utilisations inappropriées. Puis je dirais aussi qu'il y a des sanctions au code criminel à des gens qui veulent altérer un document qui sert à la santé publique. Juste le rappeler pour qu'il n'y ait pas de surprise si des gens voulaient continuer à faire ça. Maintenant,
Dans les applications mobiles, excusez-moi, c'est un peu technique aujourd'hui, mais c'est important de donner ces clarifications-là, puis on pourra continuer avec Éric tout à l'heure. Je le répète parce qu'il y a eu beaucoup de questions, puis suite à ce qu'on a fait dans les projets pilotes, il y a 2 applications. Je sais que vous avez hâte de la voir, là, mais il y a 2 applications mobiles qui vont être disponibles, puis qui vont être disponibles sur téléchargement Apple, on me dit, à compter de 8 heures demain matin, c'est bien ça. Puis Google, ça va suivre là, dans les heures ou dans les jours, mais celle sur Apple est disponible à compter de demain matin. Il y a donc une application qui est disponible pour le commerçant, parce que c'est lui qui va lire le fameux code QR. Et cette application-là, là, elle s'appelle VaxiCode Vérif. Puis c'est pas très original, le Vérif, mais c'est celui qui fait la vérification du code QR. Et il va y avoir une application qui va être utilisée par plus de 5 millions de personnes, parce que j'en profite pour dire qu'il y a plus que 5 millions de personnes qui ont demandé leur code QR en ce moment. Là, ça représente 91 ou 92 % des gens qui ont été vaccinés 2 doses. C'est quand même un taux de succès incroyable. Donc, ces gens-là, à partir de 8 heures demain matin, si on téléphone Apple, peuvent aller sur l'application Apple, aller chercher leur VaxiCode en allant sur les applications Apple et quelques heures ou une journée plus tard vont pouvoir le faire avec les téléphones Android avec l'application Google. L'application a été testée, elle fonctionne très bien. Moi, j'aime dire que l'application permet, comme Hydro-Québec l'a fait, comme la SAC l'a fait, comme l'Auto-Québec l'a fait pour son service à clientèle, moi, je pense que c'était maintenant au tour du ministère de la Santé d'avoir son application puis passer dans un ère de modernité avec une application citoyenne. Puis je peux vous dire que ça ne sera pas la dernière. J'invite aussi tous les vaccinés à aller chercher leur application au cours des prochains jours, mais je rappelle aussi aux personnes peut-être plus âgées ou qui ont peut-être plus de difficultés avec la question de l'ère numérique, qu'on va rendre disponible le code QR de papier. Il peut être envoyé à la poste dans un format portefeuille. Les gens pourront, s'ils vont au restaurant, avoir une espèce de petit format portefeuille, puis cette application-là va permettre aux gens d'aller se présenter aux commerçants s'ils ne veulent pas avoir le code QR dans leur téléphone. Je pense qu'on a eu beaucoup ces commentaires-là de personnes qui disaient, bien, si moi, je n'ai pas le téléphone qu'il faut, bien, on va fournir Daniel va s'occuper de ça avec son équipe. Qu'est-ce que j'oublie du côté de l'application? Je pense que ça va bien. Oui, en fait, vous pouvez, je me rappelle, mais il faut aussi que vous pouvez l'imprimer sur l'imprimante de votre ordinateur. Ça, je pense que les gens avaient bien compris ça. Alors, aujourd'hui, puis avant d'aller en anglais, moi, j'aimerais dire aux Québécois, là, ça, c'est la bonne nouvelle. On répond à un engagement qu'on avait pris avec les Québécois, que la vaccination est un passeport pour la liberté. Puis le passeport vaccinal, c'est l'équilibre qu'on a trouvé pour garder notre économie ouverte tout en protégeant la population. Puis avec le vaccin et le passeport, et je le dis les deux, le vaccin et le passeport, on veut éviter de fermer des commerces et d'interdire des activités. C'est plate pour les personnes qui refusent de se faire vacciner, on va respecter ça. Mais on ne peut pas prendre toute une population en otage pour garder des privilèges à une minorité qui refuse le vaccin. Alors, on ne peut plus laisser les personnes non vaccinées remplir nos hôpitaux. Alors, on doit protéger la santé de la population, on doit protéger notre personnel de la santé, mais on doit aussi protéger notre économie. Et je le redis aux personnes qui ont peur ou qui hésitent de se faire vacciner. Prenez votre temps, on comprend ça. On a vu beaucoup de personnes, on a vu les pourcentages continuer d'augmenter, on le comprend. Informez-vous auprès d'un personnel de la santé, un médecin, une infirmière, un pharmacien. Les pharmaciens sont là, ils nous ont beaucoup aidés depuis le début, mais s'il vous plaît, après vous êtes informés, faites-vous vacciner. Faites-le pour vous, mais faites-le aussi pour vos proches, puis faites-le pour votre liberté.
Le passeport nous donne maintenant un outil supplémentaire pour nous permettre d'affronter la 4e vague avec une certaine normalité. On sait que la rentrée sera une période critique. Il faut continuer d'augmenter notre couverture vaccinale puis de respecter les mesures sanitaires. Merci. Je vais dire quelques mots en anglais, si vous permettez. There is only one thing that I want to say which is very important. There are many people who wonder why we take so many precautions despite the fact that a majority of people are vaccinated. It's back to school that worries us. There are a lot of people going back to school, going back to Cégep, university, and at work at the same time in those first weeks of September. I think it's important to compare the situation of August last year and this year, and we see that the cases during the 3 weeks of August last year were around 2,000 cases. Comparons les cas qu'on avait au même moment l'année dernière. Donc, c'est 250 %. D'autre part, quand il est question d'hospitalisation et des soins intensifs, nous sommes à un niveau plus faible que l'année dernière. Mais c'est à la hausse, voilà la différence. De plus, le variant Delta prend de la vigueur et bientôt sera le virus ou la forme du virus principale en circulation. Du bon côté, du côté vaccinal, ça, on voit que ça augmente. C'est une bonne nouvelle. Et cette semaine, on est rendu à 86 % avec une première dose et 77 % pour la deuxième dose, qui est au-delà de l'objectif fixé au mois de mars. Maintenant, quant au projet pilote, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes prêts. Depuis quelques semaines, comme entendu, nous avons mené à bien ces projets pilotes pour vérifier le fonctionnement du passeport vaccinal. On a voulu voir à quel point l'application était robuste. On est prêt à démarrer cela le 1er septembre. Les détails sur le passeport et l'application sont exactement selon les plans. Après une recommandation de la santé publique, le passeport sera utilisé dans des activités non essentielles, des services non essentiels, et la liste complète sera disponible sur québec.ca cet après-midi ou tôt demain matin, mais inclut les bars, les gymnases, les restaurants, mais aussi les festivals, les salles de cinéma. Et le passeport sera également bon pour les enfants de 13 ans et plus. Bien sûr, ceux de moins de 13 ans pourront continuer de fréquenter ces endroits. Maintenant, quand il est question des applications sur les téléphones intelligents, 2 applications seront disponibles pour le téléchargement sur le site d'Apple dès 8 heures demain matin et sur le site de Google, voire Android, à peu près une journée plus tard. Il y a une appli pour le commerçant, c'est l'application de vérification, et l'autre, c'est VaxiCode pour le citoyen et la citoyenne. L'appli a été vérifiée et mon collègue va dire quelques mots sur le côté de la cybersécurité. En conclusion, aujourd'hui, nous réagissons à un engagement consacré, ou plutôt consenti avec les Canadiens, avec les Québécois. Donc, le passeport, c'est la liberté. Le passeport vaccinal, c'est l'équilibre que nous avons trouvé pour maintenir l'économie ouverte tout en protégeant la population. Avec le vaccin et le passeport, nous voulons éviter la fermeture des commerces et ne pas ralentir l'économie. Avec la 4e vague, nous savons que le retour au travail et le retour à l'école, ça représente une période critique. C'est pourquoi il faut augmenter notre taux de vaccination et respecter les mesures barrières, les gestes barrières. Merci. Merci, Christian. Donc, brièvement, je voudrais aborder peut-être les 3 éléments qui vont nous amener au passeport vaccinal. Premièrement, le code QR, dire d'entrée de jeu que le code QR que nous fournissons ne peut pas être falsifié, il ne peut pas être modifié, il ne peut pas être copié. Donc, j'invite ceux qui voudraient s'en procurer un d'une autre façon qu'en étant adéquatement vaccinés à la grande prudence parce qu'ils sont les seules victimes potentielles
d'un code QR frauduleux. Et ça, c'est important de le mentionner parce que, encore une fois, le code QR qui sera fourni par le ministère de la Santé ne peut pas être falsifié. Sur l'application citoyenne et le lecteur qui sera fourni éventuellement, comme le dit Christian, à partir du Apple Store, du Google Play Store, ce sont les seules applications qui doivent être utilisées. Toute autre application qui serait utilisée, évidemment, ça constituerait un acte frauduleux et il y aura des conséquences à ça. Sur les applications à proprement parler, Christian l'a mentionné, la Direction générale de la sécurité de l'information et le Centre gouvernemental de cyberdéfense du gouvernement du Québec ont participé à l'élaboration, aux tests. Ils ont été nombreux, ils ont été sérieux, ils ont été faits sans compromis. Et je veux aujourd'hui dire aux Québécois que ces deux applications-là sont sécuritaires, elles fonctionnent très bien et elles ne représentent aucun danger de fraude ni de vol de renseignements personnels. Donc, comme ministre responsable et du numérique et de la protection des renseignements personnels, aujourd'hui, je suis extrêmement confortable avec les éléments qu'on met en place pour le passeport vaccinal. Je dis aux citoyens, vous pouvez les utiliser en toute confiance et dans le contexte qui est prescrit par le gouvernement. Ces applications-là sont sécuritaires et elles sont de nature à protéger les renseignements personnels et faire en sorte, comme le disait Christian, d'assurer à nos concitoyens de pouvoir circuler en toute liberté comme ils le méritent lorsque les 2 doses, évidemment, ont été administrées. Donc là-dessus, si du côté technique, vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci, Éric. Peut-être, Rebecca, on peut passer aux questions. Parfait, merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant procéder à la période des questions des journalistes qui est en présentiel aujourd'hui. J'invite les médias francophones à se diriger vers les micros. Donc, comme à l'habitude, ça va être une question et une sous-question par média. S'il vous plaît, précisez votre nom, votre média. On va commencer avec micro 1. Bonjour, Annie Guillemette au 98.5. Je veux revenir sur les 13 ans et moins, les 12 ans et moins, en fait. Là. Comment ça va fonctionner? Est-ce qu'on va avoir une preuve qu'ils n'ont pas l'âge pour être vaccinés dans notre téléphone, dans notre appli, ou simplement on prouve qu'ils ont en bas de 12 ans? Puis... Tout simplement. Moi, ce qu'on a convenu, là, pour garder ça simple, vous arrivez en famille au restaurant, les 13 ans et plus doivent montrer le passeport vaccinal et la preuve d'identité avec photo. Mais quelqu'un qui est en bas de 13 ans fait simplement montrer sa photo, puis voilà, c'est réglé. Merci. À propos de la compatibilité de l'application avec nos amis des autres provinces et à l'international, on en est où de ce côté-là? Je comprends que la Colombie-Britannique va peut-être emboîter le pas, peut-être même avec notre même appli, je ne pourrais pas le dire, mais comment on fait ça pour qu'on n'ait pas 2 applis, une pour sortir en Ontario, une pour s'en aller aux États-Unis? Comment on va organiser je vais commencer, puis Éric pourra dire les travaux qu'il fait avec les autres. On a une bonne question parce que c'est sûr qu'on voudrait que ça soit la même à travers le Canada, hein, on s'entend. Mais comme vous savez, nous, ça fait longtemps qu'on en parlait, puis on a décidé de ne pas attendre, puis de progresser. Mais on a offert au fédéral, il y a même un mois, plus qu'un mois, de leur dire que s'ils voulaient notre application, qu'on pouvait transférer toute la technologie qui avait été mise en place. Mais on a demandé au groupe de Éric de s'assurer que s'ils veulent le faire, bien là, c'est plus au ministère de la Santé de s'occuper de ça. On transfère ça à notre groupe d'informatique puis de cybersécurité. Alors, je vous dirais qu'on a fait l'offre, mais Éric peut dire un petit peu comment on suit ça. Mais je vous dirais que l'objectif, j'ai pas eu la chance, parce que moi, je l'ai appris dans les journaux ce matin ou hier que la Colombie-Britannique est là, mais j'ai pas vu exactement, mais peut-être qu'Éric peut en parler. Bien, en fait, au niveau du dirigeant principal de l'information, qui est le grand responsable de l'informatique au gouvernement du Québec, là, mon sous-ministre, on travaille avec le gouvernement fédéral, le gouvernement de l'Ontario, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement de la Colombie-Britannique depuis déjà plusieurs mois. Et dans le développement, parce que du côté du gouvernement du Québec, là, du côté du ministère de la Santé, on a assumé un leadership très fort sur cette question-là. Donc, la commande a été d'aller de l'avant. Donc, nous, évidemment, les travaux étaient dans une perspective de livrer des applications concrètes dans un certain délai. On s'est basé sur des standards internationaux. Donc, on a utilisé les standards internationaux les plus récents en matière de
création d'un code QR et de lecture d'un code QR. Ces codes-là sont utilisés à travers tous les pays. Donc, on s'est assuré d'avoir cette interopérabilité-là. Je vous dirais même qu'à peu près n'importe quel pays peut créer un lecteur de code QR, s'il utilise ces standards-là, évidemment, qui va être en mesure de lire le code QR que nous allons produire. Donc, il y a, sur l'interopérabilité, c'est l'idée justement d'avoir un lecteur qui était quand même utilisable et interopérable, était l'idée maîtresse de dire que ben, si on le fait au Québec, tant mieux. Rencontre avec les autres provinces canadiennes, avec nos départements d'informatique et justement en utilisant les bons outils informatiques avec des standards internationaux, on n'invente pas la roue. Là, fait qu'encore là, on assume que les autres provinces vont vouloir suivre le même chemin que nous. Merci. Merci. Micro 2. Oui, bonjour messieurs, à vous quatre, Andy Saint-André de TVA. Monsieur le ministre de la Santé, vous avez dit tantôt, nous sommes prêts pour le 1er septembre. Est-ce que des inspecteurs vont s'assurer que les commerçants scannent le code QR? Oui, bien, ce qu'on va faire, parce que moi, je fais une différence entre demander le code QR puis de comprendre que pendant à peu près 2 semaines, on va laisser les gens s'ajuster. Alors, on se comprend bien, là, c'est pas l'idée de commencer à mettre des pénalités la 2e journée, la 3e journée. On n'est pas là. On voit que c'est pas la même dynamique dans un restaurant X qui a 200 places puis un petit bar qui a 20 places. On est conscient de ça. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on demande aux commerçants de commencer à demander le 1er septembre, mais si jamais il y a un problème, puis il va en avoir des petits enjeux techniques, là, on parle de plus que 5 millions de personnes qui ont l'application. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on n'appliquera pas les pénalités avant le 15 septembre. Puis ça, je pense que c'est fair. Il y a des gens, je vous dis, on va passer, on va aller voir comment ça va, mais on demande aux commerçants, puis c'est ça que nos équipes là, sont en train de discuter après l'annonce d'aujourd'hui avec les fédérations, leur dire, écoutez, on va le demander, s'il vous plaît, commencez à l'utiliser le 1er, mais il n'y aura pas de pénalités qui vont être dans les premiers, pour être fair envers tout le monde, puis donner le temps aux gens de s'organiser. Donc avant le 15 septembre. Il n'y aura pas de pénalité avant le 15 septembre. Parfait. Vous avez parlé tantôt de sanctions. Quelles seront les sanctions s'il y a fraude? Bien, premièrement, c'est les mêmes sanctions qu'on a pour le reste de toutes les mesures sanitaires, c'est-à-dire 1 000 $ jusqu'à 6 000 $. Mais j'irai plus loin. Il y a des sanctions monétaires pour les gens qui ne respecteraient pas, qui iraient dans un restaurant puis qu'un commerçant dirait « Moi, je ne veux pas vous laisser rentrer ». C'est la même chose que le port du masque. Là. Gardons ça simple. Quelqu'un qui rentrait qui ne voulait pas mettre le masque, mais le commerçant, c'est malheureux, mais il est obligé de dire « Regardez, écoutez, monsieur ou madame, vous devez sortir, puis s'ils ne sortent pas, bien, d'appeler la sécurité pour le faire ». C'est le même principe. Donc, les amendes peuvent aller de 1 000 à 6 000. Mais dans le cas qui est encore plus important, puis je le répète, c'est que c'est un acte criminel de falsifier un document. Alors, si quelqu'un pense qu'il peut le faire, puis d'arriver avec une fausse carte d'identité, puis montrer, essayer de passer qu'il est la bonne personne puis qu'il a été vacciné, ça, c'est passible au criminel. Puis on va avoir des sanctions. Ça pourrait dire avoir un impact sur votre dossier criminel. Pas trop tentant de le faire. C'est pas trop tentant, mais on veut l'avertir qu'il n'y a pas juste la sanction monétaire. Merci beaucoup. Micro 1. Bonjour, Jacques Bissonnet, Radio-Canada. Pour faire suite un peu à la question de mon collègue de TVA, à propos des amendes éventuellement chez les commerçants récalcitrants, ce serait sous quelle forme? C'est quoi? C'est une fermeture de restaurant ou de bar? Ou de... Est-ce que vous avez prévu des choses précises? Mais regardez, en ce moment, là, si on n'avait pas le passeport vaccinal, il faut se remettre dans le contexte, puis que les cas continuaient d'augmenter, qu'est-ce qu'on serait obligé de faire dans les 3 premières vagues? Ça serait de fermer le restaurant, fermer le bar. On ne veut pas faire ça. Et on donne la possibilité aux commerçants, avec quelques inconvénients. On est conscient qu'ils vont devoir demander le passeport vaccinal, mais on leur permet de rester ouverts. Mais si ces gens-là ne veulent pas le faire, puis on va respecter ça, il y en aura peut-être qui ne voudront pas le faire, bien à ce moment-là, la santé publique, de par les mesures d'urgence, peut dire, écoutez, moi j'ai la permission
d'aller fermer votre commerce, comme on l'a déjà fait dans ceux qui ne voulaient pas appliquer les mesures sanitaires. Donc, c'est la même chose. J'aimerais une deuxième question. J'aimerais juste revenir sur le variant, la mutation Delta, finalement. Ça vous préoccupe et probablement vous avez raison là-dessus. Là. Il y a plusieurs études, entre autres américaines et israéliennes, qui démontrent que les vaccins semblent diminuer d'intensité ou d'efficacité au bout de quelques mois. Et on songe à une troisième vaccination. Est-ce que on en est où au Québec là-dessus? Est-ce que vous avez vous avez étudié la situation là-dessus? J'imagine que oui. J'ai la meilleure personne au bout de la table qui est là, qui va se faire un plaisir de vous répondre à ça. Oui, la question a été posée à notre comité d'immunisation du Québec, là, d'évaluer, de regarder ce qui se passe un peu partout dans le monde. Je voudrais vous dire aussi qu'actuellement, on n'a pas démontré, d'après les études d'efficacité vaccinale qu'on a eues, que la transmission, on voit bien que quand même le vaccin a ses effets parce qu'on a augmenté de façon, comme disait le ministre, de beaucoup le nombre de cas, beaucoup moins d'hospitalisations, beaucoup moins de décès. Un des facteurs qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on avait, vous savez, allongé notre période de vaccination au-delà de 28 jours. Puis les données ont démontré que si on attendait, on avait une meilleure protection. Mais on va suivre les travaux de très, très près. Et advenant le cas qu'on commence à avoir des échecs vaccinaux, si pour certaines sous-populations, c'est nécessaire d'offrir une troisième dose, on va le faire. Merci. Merci beaucoup. Micro 2. Bonjour, messieurs. Roxane Trudel, du Journal de Montréal. Si on a une preuve vaccinale, puis que tout le monde est vacciné, double dose à l'intérieur, aura-t-on quand même besoin de suivre des restrictions à l'intérieur, comme le port du masque? Oui, en fait, ce qu'on va faire, puis je voudrais demander à Horacio de donner quelques exemples, mais le principe, étant donné que tout arrive en même temps le 1er septembre, puis c'est pour ça que je le dis, là, on a vraiment un test avec la rentrée, on aime mieux pas faire d'allègement, parce que je ne vous cacherai pas qu'il y a des commerçants ou des restaurateurs qui ont dit, bon, ben si on a le passeport vaccinal, on a des gens vaccinés, est-ce qu'on pourrait enlever la limite de 50 % ou est-ce qu'on pourrait faire ci? On est mieux, dans les premières semaines, de dire, restons avec les exigences qu'on a. Regardons comment les choses vont aller, parce que je vais vous dire, c'est tellement plus facile d'en enlever que d'en rajouter. On s'entend? Fait que ça, c'est notre grand principe. Puis je ne sais pas si Dr Arruda veut dire, parce que ça nous inquiète, mais je pense qu'on a dit qu'on a la marge de manœuvre, mais j'aimerais peut-être que... Je pense qu'on peut se donner la médaille d'or pour la vaccination au Québec. Là. La population a très bien répondu, puis on est très satisfait. On a dépassé nos objectifs. Ça, c'est un premier élément. Mais le variant Delta, heureusement, il répond encore au vaccin. On n'a pas vu. On n'a pas vu d'augmentation significative d'hospitalisation ou autre. Il y en a, puis il va en avoir. Mais on sait par contre aussi que même si vous êtes vacciné 2 doses, vous allez être protégé probablement contre les hospitalisations et les décès, mais vous pouvez transmettre le virus. De telle sorte, c'est pas parce qu'on exige un passeport vaccinal que le milieu devient COVID négatif, pour le moment. Fait que c'est pour ça qu'on demande aux gens de maintenir les choses. La CNSST va recommander encore aux travailleurs d'être prudents. Donc, faites-vous vacciner parce que vous ne serez pas à l'hôpital, vous n'allez pas mourir de la COVID-19 si vous vous faites vacciner. Mais à cause du Delta, qui peut se transmettre quand même chez des gens qui ne sont pas malades de façon importante, mais qui pourraient le transmettre à d'autres qui ne sont pas vaccinés. Je pense que c'est pour ça qu'on maintient les mesures. Puis on va suivre la situation de très près. Je vous dis, le Delta, il est apparu ici. Heureusement, on a eu une belle troisième vague, entre guillemets, par rapport à d'autres endroits. Mais on veut garder cette prudence-là pour ne pas perdre de contrôle. OK, donc même les places, par exemple, où on est assis à l'intérieur, ça va rester masque. C'est-à-dire que quand ça va aller en fonction des protocoles qui sont en vigueur. Il n'y a pas d'allègement. Si, par exemple, en salle de spectacle, les gens pouvaient enlever leur masque quand ils sont assis, etc., puis qu'ils ne parlent pas, puis qu'ils ne chantent pas, c'est les mêmes protocoles. Mais ce qu'on fait, c'est que ce n'est pas parce qu'on a demande de passeport vaccinal qu'on change les protocoles actuellement. Ça va être évalué. Puis tout ça, ça va suivre l'épidémie. Puis en octobre, après l'effet de la rentrée, on va voir où on va être rendu au Québec. Parfait. Puis deuxième question, les régions où la vaccination est le moins avancée, est-ce qu'on a une idée de c'est pourquoi? Par exemple, en fin de semaine, on disait que pour la région de Québec, on parlait de 82,5 % tandis qu'en Outaouais, c'était 71 %. Qu'est-ce qui explique cette différence-là? Bien, d'entrée de jeu, c'est certainement pas l'accès aux vaccins. Les sites de vaccins sont toujours ouverts. Avant de vous répondre à votre question, je pense que ça me permet vraiment de le dire. On a des super beaux résultats en vaccination, mais on peut faire encore mieux. Le personnel est toujours sur place. Les établissements de santé ont mis des autobus, des cliniques éphémères, des cliniques de masse.
il n'y a pas d'excuse de ne pas venir chercher le vaccin. Pour répondre spécifiquement à votre question, écoutez, chaque territoire, des fois, a des particularités. Pour X raisons, mais on ne démissionnera pas. Je pense, M. Dubé, vous l'avez très bien nommé, là. Si les gens ont encore des questions, des compréhensions sur le vaccin, allez voir des professionnels de la santé. Mais nous, là, on ne lâchera pas. Et nous, là, les vaccins vont demeurer disponibles là, pour la vaccination. Et ça, jusqu'à Noël. Merci. Merci beaucoup. Micro 2. Bonjour, Alice Girard-Bossé, La Presse. Première petite question que j'ai pour vous. Est-ce que n'importe qui va pouvoir télécharger l'application qui sert à vérifier les preuves vaccinales? Par exemple, est-ce que je pourrais décider d'inviter des amis ou de la famille à la maison puis les scanner en entrant? Bien, en fait, je vous dirais, techniquement, là, vous pouvez le faire. On n'empêchera pas quelqu'un qui veut aller prendre l'application Vaxicode Vérif de le faire. Si ça permet d'avoir quelques vaccinés de plus, tant mieux. Mais l'objectif, c'était de la rendre disponible à des commerçants. Mais pour votre question, c'est une très bonne question, puis je ne vois pas pourquoi on pourrait empêcher ces gens-là de le faire. C'est gratuit et c'est disponible à la population générale. On ne peut pas les empêcher. C'est sûr que vous pouvez aller sur Apple Store ou Google Play Store, télécharger l'application. Ceci étant dit, c'est sûr qu'on invite la population à ne pas exhiber son code QR à n'importe qui. C'est demandé pour les gyms, les bars, les restaurants. On dit à la population, écoutez, ne montrez le code QR qu'à ces gens-là. C'est un petit peu comme si je vous disais, je vous croise dans la rue, voudriez-vous me montrer votre permis de conduire? Ça se peut que vous m'invitiez à passer mon chemin, puis vous auriez bien raison de le faire, là. Alors, c'est la même chose pour le code QR. Je veux dire, c'est un document qu'on va exhiber quand on va dans un lieu non essentiel, restaurant, bar, gym, etc. Sinon, ben, c'est une information qu'on devrait garder par devers soi, là. Et il va y avoir plusieurs festivals là, en septembre puis en octobre. Est-ce que le passeport vaccinal va être appliqué? Puis, ou est-ce que carrément vous envisagez d'annuler ces festivals-là avec le début de la 4e vague? Notre objectif, c'est justement pas d'annuler rien, c'est de garder le plus d'activités possible. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit à la question de votre collègue, qu'est-ce qu'on va faire dans les premiers 15 jours? Parce que s'il y a des festivals qui n'ont pas eu le temps, dans leurs billets qui ont été réservés, etc., d'avoir le concept du double vacciné, bien, on veut que ces gens-là le demandent, OK, mais on ne fera pas de pénalité. Notre objectif, là, c'est d'avoir le plus proche de la normalité malgré la 4e vague. Alors, on va prendre festival par festival, on va regarder avec nos gens de santé publique comment on s'organise dans tel ou tel cas, mais l'objectif, c'est de canceller le moins possible d'événements. C'est ça notre objectif. Oui, bonjour à tous. Ma première question, je vais poursuivre un peu sur celle de ma collègue, à savoir, par exemple, est-ce qu'un employeur pourrait télécharger Vaxicode Vérif et là, vérifier le statut vaccinal de ses employés? Si ça se produit, est-ce que c'est quelque chose avec lequel le gouvernement a une difficulté? Est-ce que vous voulez empêcher ça? Bon, toute la question du travail, là, puis je suis content que vous le posiez parce qu'on va voir, je vous dirais, il y a deux choses, là. En ce moment, pour être clair, la recommandation... Je vais prendre un petit détour, mais votre question est importante. Après ça, j'irai sur le passeport vaccinal pour les employés. La recommandation qu'on a en ce moment de la santé publique, c'est que le télétravail, il est recommandé, il n'est plus obligatoire. Rappelez-vous qu'avant, le télétravail, il était obligatoire. Bon, maintenant, je veux rappeler que le lieu de travail, puis j'en ai reparlé encore ce matin avec mon collègue Jean Boulet, là, qui est le ministre du Travail, le lieu de travail, c'est le droit de l'employeur. Hein, c'est son droit de déterminer à quel endroit l'employé devrait faire son travail. Alors donc, moi, pour répondre à votre question, l'employé qui est doublement vacciné, puis qui voudrait revenir qui voudrait revenir en présentiel, un peu comme certaines associations de commerçants ou du Conseil du patronat ont dit, est-ce que vous pouvez faciliter le retour au travail en présence de ceux qui sont doublement vaccinés? La réponse, c'est oui.
mais ce n'est pas une question de passeport vaccinal, c'est une question de gestion parlant. Et je ne crois pas qu'il n'a du tout besoin de faire ça, mais on va laisser ça à chaque employeur parce que c'est son droit. C'est un droit de gestion de l'employeur de déterminer où il veut que l'employé fasse le travail, qu'il le fasse à la maison, puis jamais on va interdire à quelqu'un du travail. Il aura le choix de le faire à la maison ou sur le lieu en présentiel. D'abord? Oui, je comprends ce que vous me dites, mais en fait, ce que je voulais savoir, si l'employeur s'en sert pour savoir quels employés sont vaccinés, quels ne sont pas vaccinés, que ça peut mener à des sanctions. On aura, ce qui va être intéressant, là, étant donné la commission qu'on a jeudi, on va pouvoir avoir des discussions là-dessus. Pour le moment, le passeport vaccinal n'est pas envisagé du tout pour un droit au travail, mais pas du tout. Mais comme je vous dis, je pense qu'il faut faire la différence, puis c'est ça qu'on a entendu des employeurs. Il y a des employés doublement, il y a des gens qui veulent aller dans les bars, mais il y a des gens doublement vaccinés qui veulent retourner au travail, qui ont besoin de voir leurs collègues. Il y a des employeurs qui veulent le faire. Chaque employé, je dirais simplement, chaque employeur a une situation propre. Puis on veut permettre ça, mais en ce moment, il n'y a pas de lien du tout avec le passeport vaccinal. Puis rapidement, les gens qui ont eu la COVID et qui n'ont eu qu'une seule dose de vaccin, et de la même façon, les gens qui n'ont pas pu se faire vacciner pour des raisons médicales, est-ce qu'eux, ils ont quelque chose qu'ils peuvent télécharger sur le passeport vaccinal pour avoir accès au commerce, etc.? Mon collègue à gauche va vous répondre ça en un clin d'œil. On va les prendre en deux temps. Donc, les personnes qui ont fait la COVID et qui ont eu une dose de vaccin, lorsque les gens, avec leur téléphone ou leur papier, vous allez voir, vont être considérés vert. Et l'algorithme qui est derrière l'outil et l'appli a été conçu comme ça suite à la recommandation de la Direction de la santé publique. Le premier élément. Pour les gens qui, pour des raisons médicales, et je dois vous dire, c'est rare, là. C'est très, très rare, là, quelqu'un qui soit allergique à un produit dans un vaccin. Surtout avec les vaccins pour la COVID, vous savez, on en a eu plusieurs qui sont faits de façon différente. Mais pour ces gens-là, il y aura une directive qui va être envoyée aux médecins qui pourraient leur remplir un formulaire type et qui serait reçu. Et nous, on le rentrerait dans le registre de vaccination pour que les gens, justement, ça me montrerait vert. Mais je vous dis, ce serait dans des cas, là, des cas très rares, mais cette possibilité va être rendue disponible. Merci. Merci. Est-ce qu'il restait des journalistes francophones? Micro 1. Good afternoon, Matt Damel from CBC Montreal. We're just over a week Question. On est à une semaine de la mise en œuvre du passeport. On a beaucoup de questions des gens des autres provinces, des voyageurs internationaux qui ont des réservations qui arrivent le mois prochain. Ils veulent comprendre ce qui se passe. Ce que je crois comprendre, j'espère pouvoir entendre une confirmation. Au début, on a dit que c'était une forme papier sera acceptée pour les gens qui arrivent d'autres pays et les autres qui viennent d'ailleurs au Canada. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Et vous venez de passer des gens qui n'ont qu'une dose, les gens qui ont des exemptions médicales, des dérogations sanitaires. Est-ce que ça va demeurer sur le papier? Réponse? Bonne question. J'espère que la réponse sera simple. Pour la première partie, car je l'ai mentionné il y a quelques semaines, il y a quelqu'un de l'Ontario, des États-Unis, n'a pas besoin de nouvelles pièces d'identité. Ils doivent venir avec leur preuve de double vaccination et la preuve de résidence. Donc, ça peut être un permis de conduire, quoi que ce soit. C'est facile. Nous allons accepter ces documents-là. Nous allons dire aux gymnases, aux restaurants et aux autres que voilà la façon de fonctionner. C'est très simple. Et maintenant, quand il est question des gens qui, par exemple, ont reçu la COVID et des cas particuliers, je cède le micro. Donc, avant tout, quelqu'un qui a eu la COVID, ils ont eu un test et nous avons on a une copie de ce test dans notre système. C'est ainsi que nous pouvons faire correspondre une dose du vaccin avec le dossier médical. Quelqu'un ne peut pas prétendre l'avoir eu. Non, ça ne fonctionne pas. Nous avons cela dans le système et c'est ainsi que ça va fonctionner. Que ce soit le téléphone ou une preuve de vaccin.
Deuxième question, il y a eu des manifestations à l'extérieur des projets pilotes, mais même en dehors de cela, j'étais au centre-ville de Montréal, j'ai vu un homme qui se promenait et il avait une étoile jaune et on pouvait y lire « pas de passeport vaccinal ». Est-ce que vous craignez que ce soit un prélude de la résistance d'une minorité de gens qui vont essayer de perturber le système? Réponse. Moi, je ne peux pas parler en leur nom. Vous savez, je pense que Benoît Charest a été très clair à cet égard. L'utilisation que vous évoquez, je pense que je vais lui laisser cette remarque. Et c'était en fait inacceptable et inapproprié. Mais bon, est-ce qu'il y aura des protestations, des manifestations? On vous offre des chiffres. 86 % des gens ont eu un vaccin. Et 92 % de ces gens-là demandent le code QR. Je crois que cela vous donne une idée du fait que les gens veulent être vaccinés et ils veulent garder une vie normale. On a traversé l'enfer pendant les 3 premières vagues. L'engagement que nous avons fait face aux Québécois quand on a vu comment empêcher la fermeture des commerces, par exemple, le passeport, ce n'est pas le seul outil. L'outil principal, c'est le vaccin. Donc, si nous voulons que les gens soient vaccinés et qu'ils puissent profiter de leur état vaccinal, le passeport est un outil en appui, n'est-ce pas? Donc, quand vous avez 86 % de la population qui est vaccinée, cela est éloquent, il me semble. Et on n'a pas vu la fin, car il y a encore des gens qui se font vacciner à un taux de 30 000 par jour. Donc, je crois que la population nous soutient. Alors, le point de presse de Christian Dubé, on a parlé de beaucoup de choses là-dedans. D'une part, de la rentrée, non pas seulement la rentrée scolaire, mais la rentrée de plusieurs travailleurs aussi qui vont retourner sur les lieux de leur bureau. Alors, on a dit, on s'inquiète quand même parce que le nombre de cas comparativement à l'an dernier est beaucoup plus élevé pour ce qui est des 3 premières semaines du mois d'août. C'est pourquoi, entre autres choses, on a resserré ce qui se passe dans les écoles, mais aussi ce fameux passeport vaccinal. Alors, dès demain sur Apple et un peu plus tard, il va y avoir une application pour les citoyens, VaxiCode, dans laquelle on va pouvoir insérer notre code QR et présenter cette preuve de vaccination lorsqu'on ira dans des services non essentiels, restaurants, cinéma, gym, par exemple, liste qui sera publiée au cours des prochains jours, rapidement, nous a dit le ministre. Et pour ce qui est des 13 ans, en fait, ce sera pour les gens de 13 ans et plus. Les 11-12 ans là, qui n'ont pas encore la vaccination pleine n'auront pas besoin de présenter une preuve vaccinale. Bon, beaucoup de choses, je vous le disais. C'est pourquoi Véronique Prince a suivi ce point de presse avec nous. On y reviendra un petit peu plus tard avec elle pour tous les menus détails de ce passeport vaccinal.